Avez-vous lutté sans relâche pour éliminer cette graisse tenace dans la région abdominale sans succès? La frustration de suivre des régimes, de faire de l'exercice et de ne toujours pas obtenir de résultats satisfaisants peut être dévastatrice. Ce que peu de spécialistes révèlent, c'est que certains aliments, en particulier certains fruits considérés comme sains, peuvent saboter complètement vos efforts pour obtenir ce ventre de rêve. Aujourd'hui, nous allons révéler les 7 fruits que vous devez réduire ou éliminer de votre alimentation si vous voulez vraiment perdre du ventre. Restez jusqu'à la fin car nous partagerons des alternatives délicieuses et des stratégies pratiques qui peuvent transformer complètement votre parcours de perte de poids. Avant de plonger dans ces révélations surprenantes, j'aimerais savoir dans les commentaires si vous consommez l'un de ces fruits quotidiennement. Votre expérience peut aider d'autres personnes qui affrontent les mêmes défis. Et si ce contenu a du sens pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune information précieuse qui peut transformer votre santé et votre bien-être. Commençons par parler de la banane, l'un des fruits les plus populaires et les plus consommés dans le monde. Qui n'a jamais entendu dire que la banane est parfaite pour ceux qui pratiquent une activité physique? Riche en potassium, en fibres et en vitamines du complexe B, la banane est réellement un aliment nutritif. Cependant, lorsqu'il s'agit de perdre de la graisse localisée, en particulier dans la région abdominale, ce fruit peut ne pas être votre meilleur allié. En effet, la banane a un indice glycémique élevé, surtout lorsqu'elle est bien mûre. L'indice glycémique est une mesure qui indique à quel point un aliment élève le taux de sucre dans le sang. Les aliments à indice glycémique élevé provoquent des pics d'insuline plus marqués, et l'insuline est connue comme l'hormone de stockage des graisses. Lorsque nous consommons fréquemment des aliments qui déclenchent l'insuline, nous créons un environnement métabolique favorable à l'accumulation de graisse, principalement dans la région abdominale. Une étude menée par l'Université de Sydney a montré que consommer régulièrement des aliments à indice glycémique élevé est associé à une plus grande difficulté à perdre la graisse viscérale, cette graisse qui s'accumule entre les organes et est responsable du fameux ventre proéminent. De plus, une banane contient environ 23 grammes de glucides dans une unité moyenne, dont une grande partie est composée de sucres naturels comme le fructose, le glucose et le saccharose. Pour les personnes sensibles à l'insuline ou prédisposées à l'accumulation de graisse abdominale, ce profil de glucides peut être problématique, surtout s'il est consommé en excès ou à des moments inappropriés. Beaucoup de gens ont l'habitude de manger une banane comme collation de l'après-midi ou même avant de se coucher, moment où le métabolisme est naturellement plus lent et où la probabilité de stockage des graisses est plus élevée. Un autre facteur important à considérer est la densité calorique de la banane. Bien qu'elle ne soit pas extrêmement calorique par rapport aux aliments transformés, une banane moyenne contient environ 105 calories. Si vous êtes en déficit calorique strict pour perdre du poids, ces calories peuvent rapidement s'accumuler, surtout si vous consommez plusieurs unités par jour ou si vous les ajoutez à des smoothies et autres préparations. Le problème s'aggrave lorsqu'il s'agit de préparations comme la banane frite, les desserts à la banane ou la banane avec du miel et de la cannelle, combinaison qui augmente considérablement la charge glycémique et calorique. Nous ne disons pas que vous devez éliminer complètement la banane de votre alimentation. La question est de comprendre le bon moment pour la consommer. Si vous êtes une personne active qui pratique régulièrement des exercices de haute intensité, la banane peut être une excellente option pour reconstituer les réserves de glycogène musculaire après l'entraînement. À ce moment précis, ce pic d'insuline provoqué par le fruit peut être bénéfique en dirigeant les nutriments vers la récupération musculaire plutôt que vers le stockage des graisses. Une stratégie intelligente consiste à consommer la banane moins mûre lorsqu'elle présente encore un indice glycémique plus bas en raison de la plus grande présence d'amidon résistant. Ce type d'amidon agit comme une fibre, étant fermenté dans l'intestin et produisant des acides gras à chaîne courte qui, à leur tour, favorisent la santé métabolique et peuvent aider au contrôle du poids. Il est également possible de combiner la banane avec des sources de protéines ou de bonnes graisses pour ralentir l'absorption des sucres. Un exemple serait de consommer une demi-banane avec une cuillère à soupe de beurre d'arachide naturel ou quelques amandes. Cette combinaison aide à réduire l'impact glycémique du fruit. Pour ceux qui sont vraiment concentrés sur la perte de ventre, la recommandation est de limiter la consommation de bananes à un maximum d'une demi-unité par jour, de préférence les jours d'entraînement et autour du moment de l'exercice. Si vous êtes sédentaire ou si vous avez une résistance à l'insuline, envisagez de remplacer la banane par des fruits à indice glycémique plus bas, comme la pomme, la poire ou les fruits rouges, que nous verrons plus tard comme alternatives intelligentes. Certaines personnes rapportent des ballonnements abdominaux après avoir consommé une banane, surtout lorsque le fruit n'est pas complètement mûr. Cela peut être lié à la teneur en amidon résistant et en fructane, qui sont des glucides fermentés cibles pouvant provoquer un inconfort digestif chez les personnes sensibles. Ces ballonnements, bien qu'il ne s'agisse pas de graisse proprement dite, peuvent donner l'impression d'un ventre gonflé et affecter l'estime de soi.
Enfin, il est important de considérer l'aspect psychologique. Pour beaucoup de gens, la banane est perçue comme un aliment sûr et sain, ce qui peut conduire à une consommation excessive sans se rendre compte qu'ils ingèrent des calories et des sucres en quantité significative. Ce phénomène, connu sous le nom de halo de santé, nous amène à sous-estimer l'impact des aliments perçus comme sains dans notre alimentation globale. Si vous remarquez que vous mangez des bananes en excès en les considérant inoffensives, il est peut-être temps de réévaluer cette relation et de prendre conscience de l'impact de cette consommation sur vos objectifs de perte de poids. La mangue fait également partie de cette liste. C'est un fruit tropical délicieux qui séduit les palais du monde entier. Juteuse, douce et aromatique, la mangue est riche en vitamines A et C, en plus de contenir divers antioxydants importants pour la santé. Cependant, lorsqu'il s'agit de perte de poids, en particulier dans la région abdominale, ce fruit peut représenter un obstacle significatif. Le principal point d'attention avec la mangue est sa teneur élevée en sucre naturel. Une mangue moyenne contient environ 45 grammes de sucre, ce qui représente plus que ce que beaucoup de personnes devraient consommer en une journée entière si l'objectif est de perdre de la graisse localisée. Cette teneur élevée en sucre fait que la mangue a un indice glycémique moyen à élevé, selon le degré de maturité, ce qui signifie que sa consommation peut entraîner des pics significatifs de glucose dans le sang. Comme nous l'avons déjà mentionné en parlant de la banane, ces pics de glucose stimulent la libération d'insuline, une hormone anabolique qui favorise le stockage des graisses, en particulier dans la région abdominale. Des études publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ont montré que les individus avec des niveaux chroniquement élevés d'insuline ont une plus grande tendance à accumuler de la graisse viscérale, précisément celle que nous voulons éliminer quand il s'agit de perdre du ventre. En plus du sucre, la mangue est aussi un fruit assez calorique. Une unité moyenne peut contenir entre 150 et 200 calories, ce qui représente une quantité significative, surtout pour ceux qui suivent un plan de restriction calorique pour perdre du poids. Le problème s'aggrave si l'on considère que beaucoup de personnes consomment la mangue en quantité généreuse en raison de son goût agréable, souvent sans se rendre compte de l'impact calorique de ce choix. Il est courant de voir des personnes inclure la mangue dans des smoothies, des salades de fruits ou comme dessert après les repas, ajoutant des calories supplémentaires qui peuvent compromettre le déficit calorique nécessaire à la perte de poids. Un autre aspect intéressant de la mangue est sa composition en fructose. Le fructose est un type de sucre qui est métabolisé principalement dans le foie, contrairement au glucose qui peut être utilisé par toutes les cellules du corps. Lorsque nous consommons de grandes quantités de fructose, nous surchargeons le foie, qui transforme cet excès en graisse. Des études publiées dans le Journal of Hepatology suggèrent que la consommation excessive de fructose est associée à une augmentation de la graisse hépatique et abdominale, en plus de contribuer à la résistance à l'insuline. Cela est particulièrement pertinent pour les personnes qui présentent déjà un certain degré de résistance à l'insuline ou de syndrome métabolique, des conditions de plus en plus courantes dans la population. La mangue contient également des glucides complexes sous forme d'amidon, surtout lorsqu'elle n'est pas complètement mûre. Bien que l'amidon ne soit pas digéré aussi rapidement que les sucres simples, il est quand même converti en glucose au cours du processus digestif, contribuant à la charge glycémique totale du fruit. Pour les personnes avec un métabolisme plus lent ou qui ont des difficultés à traiter efficacement les glucides, cette combinaison de sucre simple et d'amidon peut créer le scénario parfait pour la prise de poids. Il existe aussi la question de l'effet de la mangue sur l'appétit. Les fruits très sucrés comme la mangue peuvent stimuler le centre de récompense dans le cerveau, augmentant le désir de consommer davantage d'aliments sucrés. Cela peut déclencher un cycle d'envie alimentaire qui conduit à une consommation excessive de calories tout au long de la journée. Pour ceux qui essaient de maintenir un déficit calorique constant, cet effet peut être particulièrement difficile à gérer. Cependant, nous ne suggérons pas que vous éliminiez complètement la mangue de votre alimentation. Comme tout fruit, elle offre des bienfaits nutritionnels importants. La stratégie la plus intelligente est de consommer la mangue avec modération et au moment approprié. Une petite portion, environ un tiers ou un quart d'une mangue, peut être incluse après une activité physique intense, lorsque votre corps est plus réceptif aux glucides. Une autre option consiste à la combiner avec des protéines ou des graisses saines pour réduire son impact glycémique. Par exemple, une petite portion de mangue avec du yaourt nature sans sucre ou quelques noix peut être un choix plus équilibré. Pour ceux qui sont vraiment déterminés à perdre du ventre, il est recommandé de remplacer la mangue par des fruits moins caloriques et à indice glycémique plus bas, comme les fraises, les mûres ou les myrtilles, qui offrent des antioxydants et des fibres sans la teneur élevée en sucre. Ces fruits contiennent moins du tiers du sucre présent dans la mangue et favorisent une plus grande satiété grâce à leur teneur en fibres solubles. Le troisième fruit que nous allons aborder est l'avocat, et c'est là que beaucoup de personnes sont surprises. Après tout, l'avocat est souvent loué comme une bonne graisse qui aide à la perte de poids. Cependant, lorsque l'objectif spécifique est de perdre du ventre, la consommation excessive d'avocat peut devenir un obstacle significatif. Voyons pourquoi.
Tout d'abord, il est important de reconnaître que l'avocat est un fruit extrêmement calorique. Une unité moyenne contient environ 250 à 320 calories, ce qui représente une quantité significative dans un plan alimentaire axé sur le déficit calorique. Pour contextualiser, ces calories équivalent à un repas léger complet ou à presque 2 assiettes de légumes avec une protéine maigre. Si vous comptez strictement vos calories pour perdre de la graisse abdominale, l'avocat peut facilement compromettre votre équilibre énergétique quotidien, surtout s'il est consommé en portions généreuses ou plusieurs fois par jour. Bien que l'avocat soit riche en graisses monoinsaturées saines, principalement l'acide oléique, le même que l'on trouve dans l'huile d'olive, nous parlons toujours de graisses, qui fournissent 9 calories par gramme, plus du double des calories fournies par les protéines ou les glucides. Ces graisses, même bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, contribuent toujours au total calorique et peuvent empêcher la perte de poids si elles sont consommées en excès. Un aspect souvent négligé est que l'avocat, en raison de sa richesse en graisse, a un effet minimal sur la suppression de l'appétit par rapport aux aliments protéiques. Des études publiées dans l'European Journal of Clinical Nutrition ont montré que les protéines sont beaucoup plus efficaces pour favoriser la satiété et réduire l'apport calorique ultérieur que les graisses. Cela signifie que, bien que nutritif, l'avocat peut ne pas être le choix le plus stratégique pour ceux qui cherchent à contrôler la faim et à réduire l'apport calorique total. Un autre facteur important est le rôle de l'avocat dans le comportement alimentaire. En raison de sa réputation d'aliment sain, beaucoup de personnes ont tendance à consommer l'avocat librement, sans considérer son impact calorique. Il est courant de voir des personnes ajouter un demi-avocat ou plus dans des salades, des tartines à l'avocat écrasé, du guacamole en accompagnement, ou même inclure l'avocat dans des smoothies. Ces ajouts, bien que délicieux et nutritionnellement intéressants, peuvent facilement ajouter 200 à 400 calories supplémentaires au régime quotidien, compromettant le déficit calorique nécessaire à la perte de graisse abdominale. Pour les individus avec certains profils métaboliques, en particulier ceux avec un métabolisme plus lent ou une tendance à prendre du poids dans la région abdominale, la teneur élevée en graisse de l'avocat peut ne pas être idéale. Des recherches dans le domaine de la nutrigénomique suggèrent que les personnes avec certains polymorphismes génétiques métabolisent les graisses alimentaires de manière moins efficace, ce qui peut entraîner un stockage accru de graisse lorsque la consommation est élevée. Pour ceux qui se concentrent spécifiquement sur la perte de ventre, la stratégie la plus efficace est de modérer la consommation d'avocat en la limitant à un maximum de 1/4 ou 1/3 d'une unité par jour et de préférence comme partie d'un repas contenant déjà des protéines maigres et des fibres. Cette portion fournit les bénéfices nutritionnels de l'avocat sans compromettre de manière significative l'équilibre calorique. Il convient de souligner que l'avocat ne doit pas être complètement éliminé de l'alimentation, surtout pour ceux qui suivent des approches alimentaires comme le régime cétogène ou low carb, où les graisses jouent un rôle important dans l'apport énergétique. Dans ces cas, l'avocat peut être inclus stratégiquement, mais toujours avec attention aux portions et au contexte général de l'alimentation. Une alternative intelligente pour ceux qui aiment l'avocat mais qui se concentrent sur la perte de ventre est de remplacer de grandes portions par de petites quantités utilisées comme assaisonnement ou exhausteur de goût. Par exemple, une cuillère à soupe d'avocat écrasé ajoutée à une salade ou à une soupe peut apporter de l'onctuosité et de la saveur sans ajouter autant de calories qu'une portion complète. Le quatrième fruit de notre liste est l'açaï, un super aliment qui a gagné une popularité mondiale au cours des dernières décennies grâce à sa teneur élevée en antioxydants et nutriments. Originaire de l'Amazonie brésilienne, l'açaï est souvent commercialisé comme un aliment fonctionnel pouvant aider à la perte de poids et promouvoir la santé générale. Cependant, lorsque l'objectif spécifique est de réduire la graisse abdominale, l'açaï peut représenter un obstacle significatif, principalement en raison de la manière dont il est généralement consommé. Le principal problème de l'açaï ne réside pas dans le fruit en lui-même, qui sous sa forme naturelle contient peu de calories et de sucre, mais dans les préparations commerciales largement disponibles. Le traditionnel bol d'açaï que l'on trouve dans les magasins spécialisés, les salles de sport et les restaurants contient généralement une quantité surprenante de calories et de sucres ajoutés. Une portion moyenne de 300 grammes d'açaï commercial peut contenir entre 500 et 800 calories, selon les ingrédients ajoutés. Cela représente presque la moitié des calories quotidiennes recommandées pour une personne qui cherche à perdre du poids. Le problème s'aggrave quand on considère que beaucoup de ces préparations incluent du sirop de guarana ou du sucre pour adoucir la pulpe naturellement amère de l'açaï, en plus de la granola, du miel, des fruits et d'autres compléments caloriques. Une étude réalisée par l'Université fédérale du Pará a analysé des échantillons de pulpe d'açaï commercial et a découvert que beaucoup contenaient jusqu'à 20 grammes de sucre ajouté pour 100 grammes de produit, transformant un aliment naturellement pauvre en sucre en une véritable bombe glycémique. Comme nous l'avons déjà discuté, la consommation élevée de sucre provoque des pics d'insuline qui favorisent le stockage des graisses, surtout dans la région abdominale. Le cinquième fruit de notre liste est la figue, un fruit ancien qui est cultivé depuis
depuis des milliers d'années et apprécié pour sa saveur douce et sa texture unique. Riche en minéraux tels que le potassium, le magnésium et le calcium, et contenant également une bonne quantité de fibres, la figue semble être un choix nutritif à première vue. Cependant, lorsque l'objectif est d'éliminer la graisse abdominale, ce fruit peut représenter un obstacle significatif pour plusieurs raisons. Le principal point d'attention avec les figues est leur contenu extraordinairement élevé en sucre. Une seule figue moyenne contient environ 7 à 10 grammes de sucre et il est rare d'en consommer seulement une. Une portion typique de 3 à 4 figues peut facilement fournir 30 à 40 grammes de sucre, quantité équivalente à près de 10 cuillères à café de sucre de table. Cette teneur élevée en sucre naturel fait que les figues possèdent l'un des indices glycémiques les plus élevés parmi les fruits, provoquant des pics significatifs de glucose sanguin lorsqu'elles sont consommées, en particulier à jeun ou seul. Comme nous l'avons déjà discuté, ces pics de glucose stimulent la libération d'insuline, créant un environnement hormonal favorable au stockage des graisses, en particulier dans la région abdominale. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que la consommation fréquente d'aliments à indice glycémique élevé est directement corrélée à un plus grand stockage de graisse viscérale, même lorsque l'apport calorique total est contrôlé. En plus du sucre, les figues sont étonnamment caloriques pour leur taille. Alors qu'une figue fraîche moyenne contient environ 40 à 50 calories, les figues sèches, plus couramment consommées hors saison, peuvent contenir jusqu'à 70 calories par unité. Une petite portion de figues sèches peut facilement ajouter 200 à 300 calories au régime, souvent sans procurer une satiété significative, ce qui peut conduire à une consommation excessive de calories au cours de la journée. Le problème s'aggrave lorsque l'on considère que les figues sèches sont souvent ajoutées aux céréales du petit déjeuner, aux yaourts, aux salades et aux produits de boulangerie, augmentant silencieusement la charge calorique et glycémique de ces repas. Un autre aspect important est la teneur en fructose des figues. Comme nous l'avons mentionné en parlant de la mangue, le fructose est principalement métabolisé dans le foie. Lorsqu'il est consommé en excès, il peut contribuer au développement de la stéatose hépatique et à la résistance à l'insuline. Les figues contiennent une proportion relativement élevée de fructose par rapport à d'autres sucres, ce qui peut être problématique pour les personnes sensibles au fructose ou prédisposées aux troubles métaboliques. La recherche dans le domaine de la nutrition moléculaire a démontré que le fructose, lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut augmenter la lipogenèse hépatique, création de graisse par le foie, et réduire l'oxydation des graisses, deux processus qui rendent la perte de graisse abdominale plus difficile. Un élément souvent négligé lorsque nous parlons de figues est leur teneur en sorbitol, un polyol, alcool de sucre, qui peut provoquer un inconfort digestif chez les personnes sensibles. Les ballonnements abdominaux et la distension résultant de la consommation de sorbitol peuvent donner l'apparence d'un ventre proéminent, même s'il n'y a pas d'augmentation réelle de la graisse abdominale. Pour les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable ou sensibles au FODMAPS, glucides fermentescibles, les figues peuvent être particulièrement problématiques, aggravant des symptômes comme les ballonnements, les gaz et l'inconfort abdominal. Il convient également de noter que de nombreux produits commerciaux contenant des figues, tels que les barres de céréales, les biscuits aux figues ou les pâtes de figues, contiennent généralement des sucres ajoutés, des huiles raffinées et d'autres ingrédients qui peuvent encore augmenter leur potentiel à interférer avec la perte de poids. Ces produits sont souvent commercialisés comme des alternatives saines aux sucreries conventionnelles, mais peuvent être tout aussi nuisibles pour ceux qui cherchent à réduire la graisse abdominale. Pour ceux qui sont déterminés à perdre du ventre, la recommandation est de limiter considérablement ou d'éliminer temporairement les figues de l'alimentation, en particulier les figues sèches et les produits transformés contenant des figues. Si vous appréciez vraiment la saveur de ce fruit, une approche plus équilibrée serait de consommer occasionnellement une demi-figue fraîche dans le cadre d'un repas équilibré contenant déjà des protéines et des graisses saines pour modérer l'impact glycémique. Alternativement, envisagez de remplacer les figues par des fruits à indice glycémique plus bas et moins caloriques, comme les fruits rouges, qui offrent des antioxydants et des fibres sans excès de sucre. Le 6e fruit de notre liste est le raisin, l'un des plus anciens fruits cultivés par l'homme et largement consommé dans le monde entier, que ce soit frais ou sous forme de jus, de vin et de raisin sec. Riche en antioxydants tels que le resveratrol et les flavonoïdes, le raisin est souvent associé à des bénéfices pour la santé cardiovasculaire et à une protection contre le vieillissement cellulaire. Cependant, lorsque l'objectif spécifique est de réduire la graisse abdominale, la consommation de raisin peut représenter un obstacle significatif pour plusieurs raisons. Le principal point d'attention avec les raisins est leur teneur extraordinairement élevée en sucre, parmi les plus élevés du règne des fruits. Une tasse de raisin,
environ 150 grammes, contient environ 23 à 26 grammes de sucre, pratiquement autant qu'une petite barre de chocolat. Le problème est aggravé par la facilité avec laquelle nous consommons les raisins en grande quantité. Comme ils sont petits et extrêmement savoureux, il est courant d'en manger des dizaines en une seule fois, souvent sans se rendre compte de la quantité significative de sucre que nous ingérons. Ce comportement de manger sans réfléchir est particulièrement courant avec des aliments petits et faciles à consommer en continu comme les raisins. Une étude publiée dans le Journal of Consumer Research a démontré que les personnes ont tendance à consommer jusqu'à 50% de calories en plus lorsque les aliments sont présentés en petites unités faciles à manger continuellement. En plus de leur teneur élevée en sucre, les raisins ont un indice glycémique moyen à élevé selon la variété et le degré de maturation. Cela signifie que leur consommation peut entraîner des pics significatifs de glucose sanguin, stimulant la libération d'insuline. Comme nous l'avons mentionné plusieurs fois, l'insuline est une hormone anabolique qui favorise le stockage des graisses, en particulier dans la région abdominale. Pour les personnes atteintes de résistance à l'insuline, de syndrome métabolique ou de diabète de type 2, des conditions de plus en plus répandues dans la population, la consommation régulière de raisins peut aggraver les problèmes métaboliques et rendre la perte de graisse abdominale plus difficile. Un aspect souvent négligé est la teneur en fructose des raisins. Environ la moitié du sucre présent dans les raisins est du fructose, un type de sucre qui, comme nous l'avons déjà discuté, est principalement métabolisé dans le foie et peut contribuer à l'accumulation de graisses hépatiques et abdominales lorsqu'il est consommé en excès. Des recherches publiées dans le Journal of Clinical Investigation suggèrent que les régimes riches en fructose peuvent favoriser la résistance à la leptine, une hormone clé dans la régulation de l'appétit et du métabolisme énergétique. Cette résistance à la leptine peut entraîner une augmentation de l'appétit et une réduction de la dépense énergétique, créant un scénario défavorable pour ceux qui cherchent à perdre du poids. La situation devient encore plus problématique lorsque l'on considère les raisins secs, une forme déshydratée du fruit qui concentre encore davantage les sucres. Une petite portion d'un quart de tasse de raisins secs, environ 40 grammes, contient environ 29 grammes de sucre, faisant de cet aliment une véritable bombe de sucre. Les raisins secs sont souvent ajoutés aux céréales du petit déjeuner, aux yaourts, aux salades et aux produits de boulangerie, augmentant considérablement la charge glycémique de ces repas sans nécessairement apporter de satiété. Un autre facteur important est la faible satiété procurée par les raisins par rapport à leur contenu calorique. Les études sur la satiété alimentaire démontrent que les fruits liquides ou riches en eau, comme les raisins, n'activent pas les mécanismes de satiété aussi efficacement que les aliments solides avec une teneur plus élevée en protéines et en fibres. Cela signifie que, malgré la consommation d'une quantité significative de calories provenant des raisins, vous ne vous sentirez probablement pas rassasié longtemps, ce qui peut entraîner une plus grande ingestion calorique au cours de la journée. Pour ceux qui sont déterminés à réduire la graisse abdominale, la recommandation est de limiter considérablement ou d'éliminer temporairement les raisins de l'alimentation, en particulier les raisins secs et le jus de raisin, qui concentrent les sucres sans offrir les fibres présentes dans le fruit entier. Si vous appréciez vraiment le goût des raisins, une approche plus équilibrée serait de consommer occasionnellement une petite portion, c'est-à-dire raisins, de préférence après une activité physique lorsque votre corps est plus réceptif aux glucides, et toujours dans le cadre d'un repas contenant déjà des protéines et des graisses saines pour modérer l'impact glycémique. Une alternative intelligente serait de remplacer les raisins par des fruits à indice glycémique plus bas et au pouvoir de satiété plus élevé, comme les fraises, les framboises ou les mûres, qui offrent des antioxydants et des fibres sans l'excès de sucre, aidant à maintenir des niveaux d'insuline plus stables et favorisant la perte de graisse abdominale. Le 7e et dernier fruit de notre liste est la date, souvent promue comme une alternative naturelle et saine au sucre raffiné. Originaire du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, la date est un fruit extrêmement sucré qui a gagné en popularité dans les régimes naturels et végétaliens comme édulcorant naturel pour diverses préparations. Bien qu'elles contiennent des fibres, du potassium, du magnésium et des antioxydants, les dattes peuvent être particulièrement problématiques pour ceux qui cherchent à éliminer la graisse abdominale. Le principal défi avec les dattes est leur contenu extraordinairement élevé en sucre, parmi les plus élevés de tous les fruits. Une date moyenne contient environ 16 à 20 grammes de sucre et il est rare de n'en consommer qu'une seule. Pour contextualiser, cela signifie que seulement 3 dattes peuvent fournir autant de sucre qu'une barre de chocolat classique. Le type de sucre présent dans les dattes est principalement du glucose et du fructose, des sucres simples qui sont rapidement absorbés par l'organisme, provoquant des pics significatifs des niveaux de glucose sanguin. Comme nous l'avons déjà longuement discuté, ces pics de glucose stimulent la libération d'insuline, créant un environnement hormonal favorable au stockage des graisses, en particulier dans la région abdominale. En plus du sucre, les dattes sont extrêmement caloriques.
calorique. Une portion de 100 grammes contient environ 280 calories, ce qui en fait l'un des fruits les plus denses en énergie. À titre de comparaison, la même quantité de fraises ne fournit qu'environ 30 calories. Cette densité calorique rend les dattes particulièrement problématiques pour ceux qui sont en déficit calorique cherchant à perdre du poids, car même de petites portions peuvent ajouter une quantité significative de calories à l'alimentation quotidienne. Le problème devient encore plus pertinent lorsque l'on considère la manière dont les dattes sont typiquement utilisées. Dans la cuisine saine moderne, elles remplacent souvent le sucre dans les recettes de desserts sains comme les barres énergétiques, les gâteaux sans sucre, les bonbons naturels et les puddings véganes. Ces préparations sont généralement perçues comme des alternatives saines aux sucreries traditionnelles, ce qui amène de nombreuses personnes à les consommer sans modération, sans se rendre compte qu'elles peuvent ingérer autant, voire plus, de sucre et de calories que dans les versions traditionnelles. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a examiné l'impact métabolique des édulcorants naturels, y compris les dattes, et a découvert que, malgré leur contenu en nutriments bénéfiques, leur effet sur la glycémie et l'insulinémie ne diffère pas significativement de celui du sucre raffiné lorsqu'elles sont consommées en quantités équivalentes de glucides. Cela démystifie l'idée que sucrer les aliments avec des dattes serait significativement meilleur pour le métabolisme que d'utiliser du sucre conventionnel. Un autre aspect important est l'effet des dattes sur le comportement alimentaire. Comme elles sont extrêmement sucrées et savoureuses, les dattes peuvent stimuler le centre de récompense dans le cerveau de manière similaire aux sucreries transformées, augmentant potentiellement le désir de consommer davantage d'aliments sucrés. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet déclencheur, peut être particulièrement problématique pour les personnes prédisposées à la compulsion alimentaire ou ayant des difficultés à contrôler leur consommation d'aliments sucrés. Pour ceux qui sont déterminés à réduire la graisse abdominale, la recommandation est de limiter considérablement ou d'éliminer temporairement les dattes de l'alimentation, en particulier lorsqu'elles sont utilisées dans des préparations culinaires comme substitut du sucre. Si vous appréciez vraiment le goût des dattes ou si vous avez besoin d'un édulcorant naturel occasionnellement, une approche plus équilibrée serait d'en consommer au maximum une demi-datte par jour, de préférence dans le cadre d'un repas équilibré contenant déjà des protéines et des graisses saines afin de modérer l'impact glycémique. Alternativement, envisagez d'utiliser des édulcorants naturels non caloriques comme la stevia en quantité modérée ou de réduire progressivement votre préférence pour les saveurs sucrées grâce à la réadaptation du palais, une stratégie qui s'est révélée efficace pour diminuer le désir d'aliments sucrés à long terme. Maintenant que nous avons exploré en détail les 7 fruits qui peuvent saboter vos efforts pour perdre du ventre, concluons par quelques considérations importantes et des stratégies pratiques pour orienter vos choix alimentaires. Il est essentiel de comprendre qu'aucun fruit n'est intrinsèquement mauvais ou ne doit être diabolisé. Tous les fruits contiennent des nutriments bénéfiques et peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée. La question centrale est de comprendre que, lorsque l'objectif spécifique est de réduire la graisse abdominale, certains fruits peuvent représenter des obstacles en raison de leur teneur en sucre, en calories et de leur impact métabolique. Les bananes, mangues, avocats, acées, figues, raisins et dattes partagent des caractéristiques qui peuvent compliquer le processus d'amaigrissement. Ce sont des fruits relativement caloriques, avec une teneur élevée en sucre ou en graisse, et souvent consommés en quantités excessives en raison de leur goût agréable. Pour maximiser vos résultats dans la perte de poids, en particulier au niveau abdominal, envisagez de remplacer ces fruits par des alternatives à plus faible densité calorique et à indice glycémique plus bas, comme les fruits rouges, fraises, framboises, mûres, les pommes, les poires, les kiwis, les oranges et les mandarines. Ces fruits offrent plus de volume et de satiété avec moins de calories et de sucre, tout en étant riches en fibres qui favorisent la santé digestive et métabolique. Rappelez-vous également que le moment de la consommation des fruits peut faire une grande différence. Même les fruits les plus sucrés peuvent être moins problématiques lorsqu'ils sont consommés après des activités physiques intenses, lorsque votre corps est plus réceptif aux glucides et les dirigera de préférence vers la reconstitution du glycogène musculaire plutôt que vers le stockage des graisses. Une autre stratégie efficace consiste à combiner de petites portions de fruits avec des sources de protéines ou de graisses saines, comme le yaourt grec sans sucre, le fromage cottage, les noix ou les graines. Cette combinaison aide à ralentir l'absorption des sucres, réduisant ainsi leur impact glycémique et insulinémique. Enfin, il est essentiel de reconnaître que la perte de graisse abdominale est le résultat d'un déficit calorique constant combiné à un environnement hormonal favorable, qui est influencé non seulement par le choix des fruits, mais aussi par l'ensemble du modèle alimentaire, l'activité physique, la qualité du sommeil, la gestion du stress et d'autres facteurs liés au mode de vie. Aucun changement isolé ne garantira des résultats transformateurs, mais la combinaison de multiples stratégies intelligentes peut créer un effet synergique puissant. Si vous avez apprécié ces informations précieuses et que vous souhaitez transformer
transformer votre santé et votre forme physique, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Vos commentaires sont extrêmement importants pour nous, alors partagez votre expérience avec ces fruits et lesquels vous consommez régulièrement. Nous continuerons à apporter des contenus comme celui-ci, révélant des vérités que peu de professionnels osent partager pour vous aider à atteindre la meilleure version de vous-même. À la prochaine vidéo. Voulez-vous perdre du ventre? Arrêtez avec ces 7 fruits avant qu'il ne soit trop tard.